Bonjour, l'Équateur, les gangs et la fermeté de l'État. Cette semaine, l'Équateur, havre de paix, revient sur la scène de l'actualité, tourmenté par la percée fulgurante des gangs. La scène la plus troublante, c'est le surgissement sur un plateau de la télévision publique, ce mardi 9 janvier, des hommes cagoulés et armés prenant en otage journalistes et techniciens jusqu'à l'intervention des forces de l'ordre. Ces gangs vont régner la terreur en Équateur depuis la fuite de la prison de Guayaquil d'Adolfo Macias, alias Fito. Lui qui dispose d'une armée de 8000 hommes, Fito dirige l'un des gangs les plus puissants de l'Équateur. Il dispose des moyens plus importants que l'armée. Ces gangs se sont fait remarquer par des scènes de violence les plus choquantes, explosions de ponts, de bâtiments, enlèvement des policiers et des civils, démembrement des victimes. Ces gangs sont en territoire conquis. Aucun obstacle à déployer face à leurs machines criminelles. Les établissements universitaires ne sont pas en reste, craignant à tout moment d'être investis par ces gangs. De nombreuses mutineries et prises d'otages de gardiens touchent depuis lundi diverses prisons, relayées par d'effrayantes vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, montrant les captifs menacés par les couteaux de détenus masqués et l'exécution d'au moins 2 gardiens par arme à feu et pendaison. On peut se poser la question, quelle est la nature du problème équatorien? D'abord, l'Équateur, d'une superficie de 283 561 km², 17 millions d'habitants, a un PIB par habitant 9 358 $. L'Équateur est victime de sa position géographique. Il est coincé entre le Pérou et la Colombie et se caractérise par ses fortes exportations de pétrole, plus de 46% des exportations du pays en 2009, et de produits agricoles, bananes, fleurs, crevettes. Tandis que la ville de Guayaquil, port stratégique dans l'export de la drogue, livrée depuis la Colombie et le Pérou voisin, est devenue le hub principal d'Amérique latine pour l'exportation des drogues. Des flux importants de cocaïne traversent les 2 territoires qui lui sont frontaliers. On assiste alors à une explosion de cartels de production de la drogue qui profitent de l'exportation des bananes pour y introduire la drogue. Il ne faut pas s'étonner que ce trafic dense qui corrompt les institutions s'accompagne de la dégradation du climat de paix. Dans ces conditions, les assassinats y ont augmenté de 8% entre 2018 et 2023, passant de 6 à 46 pour 100 000 habitants. En 2023, 7 800 homicides ont été comptabilisés, tandis que 220 tonnes de drogue saisies. S'il y a une vingtaine de groupes liés au crime organisé qui sévissent dans le pays, 2 principaux se disputent aujourd'hui le trône de fer de la cocaïne. Los Coneros et Los Lobos pour devenir les rois de la coque. Aujourd'hui, les Lobos semblent dominer le jeu de la drogue. Pourtant, ils ne sont au départ qu'une émanation des Coneros. Ces derniers ont été créés en 1998 selon Lucie Laplace, chercheuse en sciences politiques à l'Université de Lyon 2 et au laboratoire Triangle. Je cite, « Il s'agit au départ d'une bande de délinquants, de petits trafiquants de drogue, fin de citation, qui ont saisi des opportunités de développement plus ambitieuses en collaborant avec des cartels mexicains, mais aussi d'anciens membres dissidents des FARC colombiennes, notamment le Frente d'Oliver Sinistera, explique encore Lucie Laplace. En raison de la fragmentation du paysage criminel, à la suite de la démobilisation des FARC en 2016, le trafic de cocaïne implique désormais des groupes criminels de toute taille. Los Coneros monteront alors en puissance, soutenus par le cartel mexicain Sinaloa. Ce dernier est forcé de diversifier son activité, principalement d'un point de vue géographique, poussé à élargir son territoire par la lutte armée, par l'armée colombienne et les États-Unis contre la drogue.
Los Lobos vont finalement trouver le soutien d'un autre cartel mexicain, Jalisco Nueva Generación, ce dernier étant le principal rival de Sinaloa au Mexique et partout où ils sont implantés. Cette opposition va logiquement se développer en Équateur et la rivalité des deux gangs y est une manifestation de cette rivalité entre cartels. Désormais, ces formations de groupes criminels, tels que les Lobos et les Coneros, ressemblent de plus en plus à celles des cartels mexicains, en ce sens qu'ils forment une alliance de différents gangs avec toujours l'un d'eux qui domine. Le président équatorien qui vient d'être installé connaît une crise majeure de son mandat en se rappelant que son adversaire candidat aux élections qui promettait le changement a été abattu durant la campagne électorale. Homme d'affaires et fils de milliardaire, Daniel Noboa est une figure du Sud global qui soutient l'Ukraine et qui avait promis une main ferme contre les groupes criminels. Je cite, « Nous ne négocions pas avec les terroristes ». Malgré la crise qui secoue son pays, Daniel Noboa joue pour le moment la carte de la fermeté. Il a encore martelé mercredi avoir pris les mesures nécessaires, je cite, que personne ne voulait prendre ces dernières années, fin de citation. Lundi, il a décrété l'état d'urgence pour 60 jours sur tout le territoire, y compris dans les prisons, devenues des centres d'opération pour les narcos. Et dans son combat contre les gangs, l'Équateur va recevoir le soutien des États-Unis, puisque la générale Laura Richardson, chef du commandement sud des États-Unis, et de hauts responsables civils se rendront en Équateur dans les semaines à venir afin d'étudier avec leurs homologues équatoriens comment travailler ensemble plus efficacement pour affronter la menace représentée par les organisations criminelles transnationales, a annoncé jeudi le département d'État. On l'a compris, c'est un défi majeur qui risquerait de déstabiliser la région. En Haïti, la problématique sécuritaire n'est pas différente de la situation équatorienne. La différence réside néanmoins dans la volonté de l'État équatorien d'engager avec fermeté les moyens pour mettre fin à la puissance des gangs. La criminalisation de l'État connaît alors des limites. Les détenteurs de la puissance publique en Haïti, de leur côté, les indifférents au pouvoir, s'ils ont encore une once de dignité, pourraient se réveiller de leur torpeur et donner le coup de grâce aux gangs dont les pratiques sont déshumanisantes pour les âmes souffrantes en Haïti. Jacques Nézi, Radio Cosmos. Merci parce que vous êtes abonné à la chaîne.